Nous sommes le mardi 12 mai. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver. Merci d'être avec nous pour commencer cette nouvelle journée. Bon mardi matin. Vous savez qu'on parle beaucoup de virage informatique au Québec depuis quelques années. On a entendu parler énormément de SACLIC et des problèmes de ce virage numérique. Depuis quelques jours, le DSN, le dossier santé numérique, le dossier santé numérique du Québec retient aussi beaucoup d'attention parce qu'on est en train de l'implanter, en tout cas dans 2 établissements, dans le nord de l'île de Montréal, en Mauricie, centre du Québec également. Puis il y a un autre virage informatique qui doit se faire et qui se fait peut-être un peu dans l'ombre de ce dont je viens de vous parler. C'est un virage informatique dans le domaine de la justice parce que si vous avez déjà fréquenté un palais de justice, vous savez qu'il y a beaucoup de dossiers papier. On est encore à l'ère du papier et des dossiers papier dans les palais de justice. Il y a un virage informatique, mais il y a des inquiétudes là-dessus aussi. Et Thomas Gerbet a certains éléments dont il nous parle ce matin. Article de Thomas Gerbet que va venir nous résumer Jean-Philippe Robillard, les enjeux, les craintes de ce virage numérique dans le secteur judiciaire au Québec. Alors, on va y revenir plus tard à l'émission. Le temps de saluer les collègues autour de la table. Julie-Jasmine Boudreau, mon collègue Olivier Pellerin et Véronique Méran. Bonjour à vous trois. Bonjour. Julie-Jasmine, on va se parler au Bloc culturel tout à l'heure de cette crise qui secoue l'audiovisuel au Québec. On sait que ce sont des temps difficiles pour les médias. Oui. C'est vrai dans le secteur privé et on a un exemple assez frappant à ces jours-ci. Très frappant. Mon collègue Louis-Philippe Ouimet a travaillé sur ce dossier. Donc oui, on sait que les revenus publicitaires, des chaînes privées se sont effrités et que les budgets en production ont largement diminué, notamment en fiction. Alors, ce qu'on a fait, c'est un des syndicats d'une maison de production qui a demandé de revoir certaines clauses dans la convention collective. Je vous parlerai de ça et ça passe pas du tout. Donc voilà. Puis, c'est l'industrie qui se mobilise, bien sûr, là, ce matin. Parfait. On va vous expliquer tout ça un peu plus tard aux actualités culturelles avec Julie-Jasmine. Le temps de parler avec Olivier de sport. Commençons, oui, c'est ça, la victoire de Montréal et le Frost du Minnesota devaient s'affronter hier soir. Il y a même des gens qui sont arrivés à la Place Belle pour le match. Finalement, le match est annulé, tout le monde rentre à la maison et ça va être repris ce soir. Ce soir, effectivement, parce qu'il y avait inconfort, symptômes dans un des vestiaires d'une des équipes et c'est pourquoi on a préféré reporter ce match à aujourd'hui, ce soir, pour des raisons de sécurité. On parle découlant de maladie. On est resté assez nébuleux. Peu de détails sur cette maladie, la nature de cette maladie et surtout la nature des symptômes que ressentait cette joueuse. C'est une décision que dit la LPHF avoir été prise en consultation avec le personnel médical afin de respecter l'engagement de la Ligue envers la santé et le bien-être des joueuses. Donc voilà ce qu'on a reçu comme information. Très peu a filtré. Ceci dit, des symptômes assez passagers parce que semble que les évaluations ont été suffisamment positives pour qu'on puisse remettre à aujourd'hui. Donc 24 heures de décalage, il n'y a pas de quoi changer un plan de match où ça change peu de choses sur la préparation de l'équipe. Ceci dit, ça change beaucoup pour la planification des gens qui devaient se rendre sur place avec les billets. On dit que les billets seront honorés, mais est-ce que tout le monde aura la chance aujourd'hui d'être présent? Est-ce que les plans ont été faits en conséquence? Est-ce que le gardien est toujours disponible pour les enfants? Ça reste à voir. Ceci dit, ce sera déplacé aujourd'hui. Je vous rappelle que ce match numéro 5 est le match qui déterminera qui passera en finale de la LPHF contre la Charge d'Ottawa, qui est déjà qualifiée pour cette finale après cette victoire contre Boston. Les 2 équipes sont à égalité 2-2. C'est le Frost qui a remporté le dernier match justement pour forcer cette 5e rencontre. Donc, on surveillera ça avec beaucoup d'intérêt et on pourra s'en reparler demain. Petit ajout que je dois faire, par contre, on a donné peu de détails sur la nature de la maladie. Ce qu'on dit, par contre, c'est que ça ne correspond pas à l'antavirus. On sait qu'on en parle beaucoup récemment, donc je pense qu'on a voulu rassurer tout le monde. Donc, voilà pour ce match de ce soir qu'on suivra à la télévision. Il y en a peut-être qui avaient des billets pour la Place Belle hier pour ce match de victoire et des billets pour ce soir pour le Centre Bell, pour le Canadien. Qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir faire un choix difficile parce que donc, match Canadien-Sabre ce soir à Montréal. Il y aura congestion pour ce qui est des amateurs de hockey qui auront, peut-être 2 écrans, soit peut-être un téléphone à la main lorsqu'ils seront soit au Centre Bell ou à la Place Bell pour suivre un de ces 2 matchs. Il y aura match numéro 4 ce soir. Le Canadien qui a pris les devants 2-1 dans cette série face au Sabre de Buffalo après une victoire convaincante lors du match numéro 3 de 6-2. Il a beaucoup été question hier dans
dans le vestiaire de l'aspect physique, de l'aspect robustesse de cette série qui a peut-être monté d'un cran après le match d'hier. Et Alexandre Carrier, défenseur du Canadien, a parlé des expériences passées pour expliquer l'allure du Canadien en série cette saison. Oui, je pense que c'est un peu l'expérience qu'on a eue l'an passé. Puis avec la fin de saison aussi, on a eu des matchs qui étaient physiques, qui étaient émotionnels aussi, surtout au Centre Bell avec la foule. Puis je pense que quand tu apprends de ça, tu restes en contrôle un peu plus. On n'a pas peur de ça non plus. On déteste pas ça, mais je pense que c'est important de rester en contrôle. Et Martin Saint-Louis aussi a été questionné sur cette gestion des émotions, des matchs très émotifs. On est déjà rendu au 2e tour des séries éliminatoires. Tout ça est à prendre en compte. Martin Saint-Louis dit que les joueurs doivent être intelligents sur la patinoire. Je pense que ça, tu n'as pas le choix de continuer à jouer au hockey. Il faut que tu sois calculé comment que tu vas répondre à ces incidents-là. Faut que tu comprennes le tableau en haut. Là. Combien de temps qu'il reste, c'est quoi le score. Il y a bien des moments où des fois, il faut que tu prennes des notes puis tu as une longue mémoire. Oui, parce des fois, mais ça dépend de où est-ce qu'on est dans le match. Puis la gravité de l'incident, on dirait. Mais il faut que tu sois calculé. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des petits coups qu'on voit pas. Il y a des mots qui s'échangent sur la glace. Des fois, ça peut effectivement venir piquer certains joueurs et réagir de la mauvaise façon, donc prendre une pénalité, par exemple. Et j'aimerais pas être l'adversaire de Martin Saint-Louis quand il dit qu'il faut prendre des notes et avoir la mémoire longue. J'imagine que c'est pas de bon augure. Donc, on surveillera le match ce soir. Oui. On verra qui aura la mémoire longue. Match à 19h dans les deux cas pour le Canadien de Montréal comme pour la Victoire de Montréal. Donc, ce sera chargé. Merci. Bon match ce soir. Merci beaucoup. Véronique, à la météo, une journée correct. Correct. Aujourd'hui, oui. Ça nous en prend une. C'est ça. Hein, quand même, on commence avec ça. Pas super. Correct. Oui, correct. On a de superbes couleurs présentement dans le ciel à Montréal. Beau lever de soleil. Beau lever du jour. Tendance au dégagement ce matin. Ciel variable par la suite. Donc, une journée, comme vous l'avez dit, correcte dans l'ensemble. Les températures de 13 à 16 degrés. Les vents secteur ouest, quand même assez légers. Là. Ça va faire du bien. Ça reste autour de 7 la nuit prochaine pour Montréal, mais ça descend près du point de congélation. Des possibilités de gel encore vers l'Estrie, secteur de Québec. Demain matin, ça va. Il y aura encore même des éclaircies, un peu de soleil par endroit. Ça sans nuages et on a un système qui entrera en après-midi avec des précipitations 15 à 18 mm jusqu'à jeudi mi-journée. Et par la suite, il y aura amélioration pour le long week-end. La douceur semble vouloir s'installer avec une vingtaine de degrés possibles au thermomètre. D'ici là, assez variable également vers l'Abitibi. Ce sera le cas du côté du Saguenay, du lac Saint-Jean. Et d'ailleurs, en parlant du Saguenay-Lac-Saint-Jean, depuis hier après-midi, le lac Saint-Jean officiellement calé. Donc ça veut dire libre de 70 de ses glaces. On attend toujours ce moment-là dans la saison. C'est comme toujours une nouvelle quand ça arrive. Voilà, donc c'est fait depuis hier après-midi officiellement. Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord aussi, dans l'ensemble, alternance soleil-nuage. Les températures aussi entre 9 et 11 degrés pour tout l'est du Québec. On aura quand même encore une belle journée demain de ce côté-là. La pluie viendra plus tard. Pluie qui est déjà présente en territoire ontarien ce matin sur la portion nord, cet après-midi sur la portion centre. Toronto-Windsor, ennuagement également. Les averses, les risques d'orage, ça ira ce soir. Les températures aussi entre 14 et 16 degrés. Plutôt beau à Ottawa, tendance à l'ennuagement par la suite. On ira avec un ciel qui va s'ennuager du côté de Vancouver. La vingtaine de degrés à Vancouver même, mais sinon, ça varie en périphérie. 20, 26, il y a des risques d'orage ce soir. C'est beau vers Edmonton, Calgary et Regina. Les températures touchent la barre des 20 degrés, 22, 23. C'est ce qu'on aura au thermomètre, donc légèrement au-dessus des valeurs de saison. Averses et orages pour commencer la journée sur le sud du Manitoba. Amélioration par la suite, ça reste venteux. On se rapproche de la barre des 20 degrés avec 17 à Winnipeg aujourd'hui. Alors, correct dans l'ensemble. Allons-y avec ça, c'est le mot d'ordre pour aujourd'hui. Merci Véronique. Bonne journée. Bonne journée. À la une des différents quotidiens de ce matin, commençons par Le Devoir qui nous parle de contrats publics fédéraux. Le français mis de côté pour éviter les délais. La commission de la capitale nationale, la CCN, donc de la région d'Ottawa-Gatineau, n'a offert des contrats qu'à des entreprises anglophones parce que ça devient
plus compliqué, plus long de traduire les documents français. C'est ce qu'a appris le Devoir. Il y a des courriels internes, notamment dévoilés en vertu de l'accès à l'information auquel le Devoir a eu accès, qui montrent que pour éviter des frais et des délais liés à la traduction de documents en français, la CCN a privilégié donc le processus d'attribution en favorisant des entreprises anglophones. Ce fut le cas pour des travaux en 2024 dans un secteur d'Ottawa. La CCN avait alors statué qu'elle publierait un appel d'offres bilingue sur la plateforme gouvernementale Achat Canada avant de se rétracter parce qu'aller de l'avant avec un appel d'offres public dans les deux langues, ça aurait posé des délais additionnels en raison du calendrier, du temps requis pour la traduction des documents. Donc finalement, la CCN, la Commission de la capitale nationale, a décidé d'y aller uniquement en anglais. Vous avez d'autres détails en une du Devoir de ce matin. Dans la presse, épreuve uniforme de français dans les cégeps. L'IA, l'intelligence artificielle, cause un branle-bas. Donc, dans les cégeps, des élèves ont été accusés d'avoir triché en utilisant l'intelligence artificielle pour faire leur épreuve uniforme de français, mais parfois à tort, parce que pour corriger et pour détecter, si vous voulez, l'utilisation d'intelligence artificielle, on utilise aussi des logiciels d'intelligence artificielle. Alors, il y a des faux positifs. Il y a notamment la présidente de la Fédération des cégeps du Québec, Marie Montpetit, qui fait une sortie en disant, en même temps, il y a des élèves qui vivent beaucoup de stress et d'anxiété parce qu'on les accuse de quelque chose, mais au final, non, ils n'ont pas eu recours à l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment pas simple pour le milieu de l'éducation, avec justement la révolution de l'intelligence artificielle, d'être en mesure de détecter des élèves qui trichent en utilisant par exemple, des téléphones qui peuvent être cachés ou des lunettes intelligentes. Dossier fort intéressant à lire en une de la presse de ce matin. Dans le Journal de Montréal, et on en parle aussi dans le Journal de Québec, une vingtaine de Québécois qui ont été tués à la suite d'utilisation de génératrices. Une coroner qui a enquêté sur le décès d'un homme de 76 ans qui a été intoxiqué au monoxyde de carbone provenant d'une génératrice, sonne l'alarme face à ce gaz sournois. D'autant plus que depuis 8 ans, il y a près d'une vingtaine de Québécois qui ont perdu la vie dans des circonstances similaires, notamment lorsqu'il y a des pannes d'électricité dues, par exemple, au verglas. Des gens qui ont l'impression que leur génératrice était dans une pièce où il y avait suffisamment d'aération, mais non. La coroner qui rappelle qu'en seulement 4 minutes, c'est suffisant pour mourir d'une exposition au monoxyde de carbone. On revient donc sur des exemples, les cas en question et les détails de ce rapport de cette coroner. C'est dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec de ce matin. En une de Radio-Canada, on parle entre autres du recensement de 2026 qui se termine aujourd'hui. Si vous avez soumis votre questionnaire, si vous n'avez pas soumis votre questionnaire, il vous reste encore quelques heures, mais on souligne dans l'article que le 12 mai, c'est en fait une date de référence pour inciter les gens à répondre, pas nécessairement une date limite stricte, mais les gens qui n'ont pas répondu au questionnaire vont recevoir un peu plus tard au mois de juillet une autre lettre leur demandant de répondre à ce questionnaire. Puis je termine avec le Globe and Mail qui revient sur justement cette fuite de données en Alberta. Près de 3 millions de personnes qui ont eu accès donc aux informations personnelles contenues dans la liste électorale. Il y a le directeur du projet Centurion, qui est un projet qui veut faire de l'Alberta, donc qui veut séparer l'Alberta du reste du Canada, qui ne veut pas confirmer, qui ne veut pas plutôt coopérer avec les enquêteurs en lien avec Élections Alberta. Dans une déclaration publiée par le Globe and Mail, le directeur général d'Élections Alberta confirme effectivement que David Parker, donc du projet Centurion, refuse de signer une déclaration officielle confirmant qu'il va respecter la directive de cesser d'utiliser la liste électorale. Ça fait la une du Globe and Mail de ce matin. Jean-Philippe Robillard est maintenant avec nous en studio. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Oui, après SACLIC, après le DSN, le dossier santé numérique, autre projet informatique au gouvernement qui soulève des questions, celui dans le secteur de la justice. Oui, vous ne serez pas étonné, c'est mon collègue Thomas Gerbet qui continue de surveiller ça pour nous. Et ce qui suscite des inquiétudes, donc, c'est le plan pour moderniser, Mathieu, le système de justice. Parce que comme dans le réseau de la santé, dans le fond, on veut faire un virage informatique, le système de justice donc qui veut se numériser pour éliminer le plus possible, dans le fond, le papier. C'est un projet, Mathieu, qui a été lancé en 2018, qui devait coûter 500 millions de dollars à développer, qui devait se terminer en
2023. Là, on est en 2026. Et ce que mon collègue donc a appris, c'est que 6 ans plus tard, vous aurez compris, il n'est pas terminé. Il semble-t-il qu'il ne sera pas non plus complété avant 2019 parce qu'il y a plusieurs volets, Mathieu, qui ont été reportés. Au ministère de la Justice, on affirme que malgré tout, le coût du projet de 500 millions de dollars va rester le même, malgré donc les nouveaux échéanciers. Mais il y a des sources qui ont parlé à mon collègue qui en doutent. Le projet, semble-t-il, qui connaît des difficultés dans différentes fonctions, Et un des principaux problèmes, Mathieu, ce serait le morcellement du projet en plusieurs volets. Il semble-t-il, c'est ce qui rend plus difficile, selon les sources à qui mon collègue a parlé, de vérifier le respect du budget. Par exemple, pour un des programmes, là, on compte jusqu'à 36 projets informatiques différents. Et il y a le ministère de la Cybersécurité et du Numérique qui a lancé un audit. Oui, c'est ce qu'on a appris pour tenter, dans le fond, d'y voir plus clair parce que le morcellement du projet, ça suscite des enjeux au sein même du gouvernement. Au cabinet de la nouvelle ministre responsable de la cybersécurité et du numérique, France-Hélène Duranceau, on nous écrit que le ministère de la Justice du Québec sera avisé en temps et lieu de la tenue ou non d'un audit. Quant au cabinet du ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, on se dit prêt à collaborer à toute demande. Et le barreau a réagi donc à la suite des révélations de Thomas et déplore les retards dans le virage numérique. Oui, effectivement. Il y a la porte-parole du barreau du Québec, donc Hélène Bisson, qui affirme qu'il est inconcevable pour la cité que ce projet informatique ne soit pas davantage avancé depuis son lancement, on le rappelle, il y a 6 ans, donc en 2018, le barreau qui déplore les délais et qui soutient qu'il est essentiel qu'on se questionne collectivement sur notre capacité à livrer à l'intérieur d'un délai raisonnable des transformations numériques gouvernementales. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Julie-Jasmine Boudreau est de retour en studio. Alors, oui, crise dans l'audiovisuel au Québec. Il y a des syndicats qui dénoncent des pressions subies pour garder en vie une série diffusée sur les ondes de TVA, la série Alerte. Oui, c'est ça exactement. Alerte Lily Rose, c'est un dérivé de la série Alerte qui est très populaire et bien connue à TVA, bien sûr. Et pour sauver la série, le producteur, parce que là, on parle vraiment du producteur, en fait, de la série, donc Alerte, c'est Pixcom qui a demandé au syndicat des techniciens, l'Actis, donc, de déroger de la convention collective en quelques points, notamment de retirer les contributions aux assurances collectives et au régime de retraite, de cesser de fournir des repas du côté, durant les tournages, puis de retirer aussi l'obligation d'engager des membres reconnus pour leurs fonctions. Alors, chez Pixcom et Québécois, on estime que ces demandes-là sont légitimes parce qu'on le sait, les temps sont durs, surtout pour la télé au privé. Et les réactions n'ont pas tardé, bien sûr. Là, je pense à Bernard Larivière, qui est le président de l'Actis. Également, à Tania Contoyani, présidente de l'UDA. Je vais vous faire entendre les deux. C'est une surprise. Je dirais même que j'en croyais pas mes yeux. Ça donne l'espace aux producteurs de faire à peu près n'importe quoi, donc le Far West un peu, justement. Et pour nos membres, il n'y a plus de reconnaissance des emplois qu'on occupe. C'est une situation qui peut vraiment mal virer, qui attaque des acquis fondamentaux qu'on a installés depuis plusieurs années. Et la Société des auteurs en radio-télé, la SARTEC, est solidaire également avec les positions de l'UDA puis de l'Actis. Hier, le ministre Lacombe a dit que, en fait, là, sa stratégie sera connue là, en ce qui concerne l'audiovisuel dans les prochaines semaines. Du côté d'Ottawa, c'est Mark Miller, lui, qui dit qu'il est en train de mettre en place une commission pour voir comment il peut venir en aide au secteur audiovisuel. Et là, ce matin, dans la presse, Hugo Dumont nous rapporte, en fait, qu'il y a des animateurs bien connus de TVA qui travaillent avec des salaires amputés de 30 % et que le régime minceur s'applique aussi aux comédiens, qui d'ailleurs acceptent maintenant de travailler à 3 500 $ par jour de tournage, alors que auparavant, c'était 5 000 $. On dit aussi que les scénaristes subissent le même sort, qui sentent évidemment le coup près. Et aujourd'hui, le président et chef de la direction de Québécois, Pierre Calpelado, a convoqué les médias pour faire le point sur cette situation-là. On va suivre ça aujourd'hui. Ça va certainement retenir l'attention. Parlons maintenant d'allégations d'agression et d'inconduite sexuelle qui continuent de s'accumuler pour Patrick Bruel, le chanteur Patrick Bruel. Il y a une Québécoise qui a témoigné cette fois-ci. Oui, c'est le Elle France qui nous rapporte ça. La présumée victime serait une journaliste radio québécoise dont l'identité n'a pas été dévoilée.
elle aurait subi des inconduites sexuelles de la part du chanteur français. On remonte à avril 2017. Il était ici pour sa tournée Bruel chante Barbara. La jeune femme qui avait 28 ans à l'époque s'était rendue dans sa chambre d'hôtel pour faire une entrevue. L'équipe de Patrick Bruel ne l'avait pas suivi d'ailleurs pour cette entrevue-là, un peu à sa grande surprise. Au moment de quitter, il a essayé de la retenir. Il s'est mis à travers son chemin, en fait, et il aurait aussi ensuite pris son visage pour tenter de l'embrasser. Elle aurait réussi à s'enfuir et donc la jeune journaliste aurait signalé cette agression-là à la police de Montréal 6 mois plus tard. Et jusqu'à maintenant, bien évidemment, cette femme-là est une de plus. On est à peu près une trentaine de femmes qui dénoncent les inconduites ou les comportements inappropriés du chanteur. Je vous rappelle qu'il est visé par 3 enquêtes judiciaires et que sa tournée fait suite. Bien, en fait, on demande l'annulation de sa tournée qui aura lieu en France notamment, mais aussi à l'automne prochain ici à Montréal et au Québec. Pour l'instant, là, les dates tiennent toujours. Luc Merville, qui a été reconnu coupable, lui, devra purger une peine de 2 ans de prison pour agression sexuelle. C'est ça. Il a été reconnu coupable. C'était en août dernier, alors pour cette histoire qui était survenue à Rimouski en 2000, le soir de la fête nationale, donc une agression sexuelle commise sur une femme intoxiquée. Et donc 2 ans de peine d'emprisonnement. Il sera inscrit pendant 20 ans aussi au registre des délinquants. Et l'avocat de l'accusé a dit que M. Merville, en tout cas, soutient qu'il n'est pas la personne, en fait, qui aurait agressé madame et que des procédures ont été entreprises pour porter la cause en appel. Et là, dans un tout autre sujet, c'est le début du Festival de Cannes aujourd'hui. Je suis ça en direct sur le web. Dans 6 heures, on aura donc les premiers balbutiements. Le tapis est déroulé. C'est la 70e édition, bien sûr. C'est le plus grand festival de cinéma au monde. On va y revenir parce qu'effectivement, ça part ça aujourd'hui. Julie Jasmine, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Je me tourne vers Marie-Michel Bordua qui est maintenant en studio pour ce qu'on va surveiller aujourd'hui. Bonjour Marie-Michel. Bonjour Mathieu. Entre autres, la première ministre du Québec qui prépare une mission à Paris. Après Washington, Christine Fréchette va aller plaider la cause du Québec en France. Ça va se faire dans les prochains jours. C'est une mission qui va viser à parler d'économie et selon les informations de notre correspondant parlementaire Sébastien Desrosiers, Christine Fréchette aura une rencontre entre Christine Fréchette et le président Emmanuel Macron pourrait être possible. Donc, voyage à l'étranger prévu du 16 au 20 mai. Et un palmarès où, j'imagine, c'est pas nécessairement une fierté de s'y retrouver. C'est le palmarès des pires routes du Québec publié par CA chaque année. L'Outaouais est la région où il y a les pires routes pour cette année. À nouveau, donc, 6 artères de l'Outaouais qui se retrouvent dans les 10 pires routes. Le chemin Pink, le chemin Clock et le boulevard Saint-Raymond à Gatineau occupent les 3 premières places de ce palmarès. C'est fait en fonction du vote des usagers des routes du Québec. Et c'était un portrait similaire l'an dernier. L'Outaouais détenait 5 des 10 pires routes au Québec. Article complet à lire de notre collègue Daniel Boily sur notre site web. Parfait. Alors, allez lire ça si vous voulez voir où votre région se situe là-dedans. Autre chose, sinon? Bien, il serait aussi question de propreté, mais à Taïwan, cette fois-ci, Philippe Leblanc s'est intéressé à cet exemple parce que dans les années 80-90, Taïwan était surnommée l'île aux déchets et maintenant, elle est souvent citée comme un modèle de gestion environnementale et depuis 20 ans, les élèves apprennent à l'école à prendre soin de leur espace, de leur environnement, commencent la journée avec quelques coups de balai. Donc, Philippe Leblanc, reportage à entendre dans nos radiojournaux. Pas de mauvaise idée, ça. Merci beaucoup. Merci Marie-Michel. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée et bon mardi.